Bon, le Monde diplomatique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas tout à fait un petit journal, c'est plus de 170 000 exemplaires. Il y a une quarantaine d'éditions en 26 langues. C'est le journal français le plus vendu à l'étranger. C'est un journal qui fait appel à des spécialistes, soit des journalistes, soit des écrivains, soit quelquefois des ambassadeurs, des ministres. C'est un journal qui est très peu partisan. Si vous le découvrez pour la première fois, il peut vous surprendre. Il parle de tout ce que vous ne verrez pas à la télévision. Par contre, ce dont on vous parle tous les jours, des querelles entre députés, avec des ministres, avec un président, il n'en parle pas. Quand il y a des élections, il n'y a pas on en parle assez peu, il n'y a pas de point de vue partisan. Donc c'est un journal, si vous le découvrez, qui va vous déconcerter. Il a l'air de parler de choses dont on n'entend jamais parler, en particulier de l'Afrique. Bon, mais vous pouvez trouver des choses sur l'Inde, sur un grand nombre de pays. C'est un journal très déconcertant au départ. Pour lire un article, il faut à peu près une dizaine de minutes. Donc pour un journal, c'est quelque chose d'un petit peu long. Mais c'est une langue qui est simple, qui est belle. Donc je vous conseille, il ne vaut pas cher, c'est un mensuel. Bon, il vous prend 3, 4, 5 jours pour le lire, mais je crois que c'est quelque chose de très utile. Quand vous aurez, si vous prenez l'habitude de lire, vous verrez qu'au bout de 5-6 mois, ce qui se passe à la télévision ou dans les journaux habituels, vous allez trouver que ça parle que autour de chez vous, dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres. Mais qu'autour, il y a le monde et qu'il se passe énormément de choses. Et que ces choses peuvent être très intéressantes. Donc c'est des découvertes qu'on peut faire avec le monde diplomatique. Donc la deuxième coïncidence, ce mois-ci, Rémi Carayol signe un article d'un grand intérêt sur l'Afrique. On a une troisième coïncidence. Je vous ai dit, on a tout organisé à peu près en novembre ou en décembre. On n'avait pas prévu qu'il y ait un numéro de Manière de voir, qui est aussi édité par le Monde diplomatique. Ça reprend un certain nombre d'articles des années précédentes, ou des articles en cours, où certains articles sont écrits spécialement pour lui. Mais là, c'est sur un thème donné. Autant le mensuel, il va traiter d'un certain nombre de sujets. Là, le numéro de juin et juillet, c'est un bimestriel, donc tous les 2 mois. Là, si vous voulez avoir un détail de ce qui se passe en Afrique, j'en ai commandé une vingtaine pour le festival de la Fibala, donc il doit être disponible ici. Si vous voulez avoir une vision très détaillée de ce qui se passe en Afrique, c'est un très bon bimestriel. Et vous retrouverez 2 articles de Rémi Carayol et un certain nombre d'articles d'Anne-Cécile Robert, dont je parlais au début, qui a coordonné l'ensemble du numéro et qui a fait tous les articles qui permettent des articulations entre les différents domaines. Ça traite de l'économie, de la monnaie, géopolitique, de politique, enfin, vous verrez, c'est extrêmement riche avec un grand nombre de cartes pour avoir une bonne connaissance de ce qui se passe en Afrique, sur le Burkina Faso et autour du Burkina Faso, dans tout le G5S, voire au-delà. Je vous conseille pour quelques euros, vous allez occuper des journées à découvrir l'Afrique très en détail. Voilà, donc troisième coïncidence, on avait encore du Rémi Carayol dans le Manière de voir. On a le président des maires du Burkina Faso, et qui est maire de la capitale, Monsieur Bewinde. J'espère que je le prononce bien, sinon il répétera mieux la prochaine fois. Voilà, Monsieur Bewinde. Voilà. Je vous ai longuement parlé de Rémi Carayol, cette jeune Barbie qui est à côté. Je présente le maire de Ouaïouya, donc la place la plus modeste, la place du correspondant des Amis du Monde diplomatique, qui fait le même travail que le mien, mais lui au Burkina Faso. Donc un correspondant au Burkina Faso du Monde diplomatique. Voilà. Je pense que au niveau du Burkina Faso, la question que tout le monde aimerait savoir, c'est est-ce qu'au Burkina Faso, il y a toujours et encore la sécurité? Et moi, je dirais que le Burkina Faso fait face, ça c'est réel, à un phénomène nouveau, et qui est le phénomène d'insécurité dans ses frontières nord et est, d'une manière permanente. La ville de Ouagadougou elle-même a été sujet et victime, j'allais dire, de 3 attentats spectaculaires, où depuis 2016, effectivement, c'est un problème qui est posé avec beaucoup d'activités. Mais le Burkina Faso n'est pas particulier parce qu'il faut voir la question sécuritaire un peu plus large que le Burkina Faso. C'est toute la zone sahélienne qui est aujourd'hui aux prises de ce terrorisme. Pourquoi maintenant?
Et pourquoi cette zone? Au fil des discussions, nous allons tenter d'apporter des réponses et également répondre à vos questions pour vous éclairer, mais pour vous dire que, en finale, au Burkina Faso, ce n'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Partout, il y a des attentats et c'est devenu un phénomène malheureusement mondial aujourd'hui avec lequel il faut compter. Et il faut faire confiance à la capacité des Burkinabés, en tout cas, de venir à bout de ce phénomène. Traoré, qui était président depuis quasiment 30 ans, a perdu le pouvoir suite à une insurrection dans la rue. Et puis, depuis, on en entend parler de temps en temps lorsqu'il y a notamment des attentats à Ouagadougou. Mais la question de la sécurité ne se résume pas à la question des attentats. Les attentats, je vais vous les rappeler. Janvier 2016, premier attentat vécu par la capitale. C'est une attaque contre un hôtel et un restaurant, 30 morts. Deuxième attentat, août 2017, attaque contre un restaurant, toujours de la capitale, 19 morts, plus de 20 blessés. Et troisième attaque, en mars 2018, double attaque contre l'état-major général des armées et contre l'ambassade de France. On a eu une dizaine de morts, sans compter les assaillants. Toutes ces attaques ont été revendiquées par des groupes djihadistes. Alors je ne vais pas entrer dans les détails des noms de tous les groupes qui sévissent dans la bande saharo-sahélienne, parce que sinon ça demanderait le temps qui m'est imparti pour vous raconter la situation au Burkina Faso. C'est très compliqué, il y a plusieurs groupes qui sont plus ou moins liés. On va dire que ces attaques ont été revendiquées par cette mouvance-là. Mais au-delà de ces attentats, ça c'est le plus visible quand on est en France. Puis il y a tous ceux dont on ne parle pas, mais que les Burkinabés et plus globalement les habitants de cette région vivent au quotidien. Ce sont des violences qui peuvent prendre la forme d'assassinats ciblés, d'attaques contre des villages, d'attaques contre des groupes de personnes, d'attaques contre les forces de sécurité, de représailles de la part de groupes armés ou de milices ou de groupes d'autodéfense. Il y a des noms différents. Ces groupes qui ont vu le jour au fil des années et au fil de l'insécurité qui grimpait. Et ça, c'est quasiment au quotidien, ou en tout cas, toutes les semaines, on a une mauvaise nouvelle qui nous vient de deux zones principalement touchées. Le nord, là aussi, je ne vais pas entrer dans les détails, si on avait une carte, j'aurais pu vous montrer, mais... Et l'est, c'est la zone frontalière avec tout un tas de pays, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana, où là aussi, il commence à y avoir une insécurité, notamment au Niger, mais on a vu récemment, avec l'enlèvement de 2 Français au nord du Bénin, que les pays dits côtiers de l'Afrique de l'Ouest pouvaient également être touchés. Comment ça se traduit, ces violences? D'abord, je vais faire un petit historique. Quand est-ce qu'elles sont apparues? Au nord, c'est fin 2016. Fin 2016, on a une première attaque qui est menée contre les forces de sécurité, l'attaque de Nassundou, le 16 décembre 2016, 12 soldats de l'armée burkinabé sont tués. Et il apparaît assez vite que cette attaque a été menée par un groupe qui vient de voir le jour dans cette zone, qui s'appelle Ansarul Islam, et qui a été créé par un imam de la ville de Djibo, qui était assez connu parce qu'il faisait des prêches, notamment dans une radio associative, et donc qui était déjà connu et que les services de renseignement suivaient depuis un certain temps parce qu'effectivement il avait des discours assez radicalisés. Chose importante, ce groupe ne s'inscrit pas, comme tous les groupes de la zone, ne s'inscrit pas seulement dans ce qu'on appelle le djihad global. On n'est pas là pour imposer uniquement une vision du monde qui serait régie par des lois très strictes issues du Coran. On est aussi parfois, et c'est le cas notamment dans Ansarul Islam, dans une forme d'insurrection rurale en l'occurrence, avec parfois des discours qui dénoncent des inégalités, qui dénoncent des privilèges de la part de notables locaux, qui dénoncent un ordre social qui est très cadré et duquel il est difficile de s'échapper, notamment pour la jeunesse. Et ce discours-là, c'est important de le relever parce qu'il explique en partie la raison pour laquelle ces groupes arrivent notamment à recruter parmi les jeunes. En l'occurrence, l'imam qui a fondé Ansarul Islam menait des prêches radicaux à la radio, dans lequel
dans lesquels il dénonçait notamment la mainmise de certains marabouts ou de certains imams, où il dénonçait les privilèges des familles maraboutiques qui se transmettent d'une génération à une autre, et où, en gros, où il expliquait que tous ceux qui ne sont pas issus de ces familles, ils n'ont aucune chance quelque part de s'en sortir. C'est assez flagrant dans le Nord, et c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le centre du Mali. On a deux situations qui se ressemblent beaucoup dans le Nord et dans le centre. Dans le Nord, de nombreuses attaques ont été menées, beaucoup de civils ont été tués. Parmi les civils tués, ce sont des imams qui s'opposent justement à cette vision-là de l'islam. Ce sont des chefs de famille ou des notables qui, quelque part, font résistance face à l'avancée de ces groupes, et donc ils sont de temps en temps assassinés. Le souci, c'est que pour lutter contre ces groupes, c'est très difficile. Parce que justement, on en parlait avec M. Péouindé tout à l'heure, on n'est pas en présence d'une armée régulière, avec des uniformes, avec des galons. On est en présence d'insurrections locales qui sont menées avec des dirigeants qui, eux, se cachent dans des forêts souvent, mais avec de nombreux sympathisants qui, eux, vont et viennent du camp, qui se situe donc dans un endroit où on peut se cacher souvent dans la forêt, au village, ils vont et viennent. C'est très difficile de lutter contre ces mouvements-là. Et comme ailleurs dans la zone, l'armée a parfois tendance à faire l'amalgame entre tel village où il y aurait beaucoup de sympathisants de tel groupe et a tendance donc parfois à arrêter des gens de manière indiscriminée, parfois même à tuer des gens. On a eu quelques cas encore rares de ce type au Burkina Faso, rien à voir pour l'instant au Mali, où là il y a eu vraiment beaucoup de cas où l'armée a tué des personnes qui n'étaient que des civils, mais qui étaient amalgamées comme étant de potentiels djihadistes. Ce qui se passe dans l'Est est un peu différent. C'est un peu différent parce qu'on n'a pas un groupe déterminé, on n'a pas eu de revendication. On sait juste qu'on a des groupes dont on ne sait même pas quel est le lien entre les uns et les autres, mais des groupes qui essayent d'imposer un peu leurs lois dans certaines zones, encore une fois rurales, qui sont depuis des années plus ou moins abandonnées par l'État, ou en tout cas où la seule présence de l'État est souvent celle de la force de sécurité, gendarmerie, ou celle de l'impôt, avec notamment les agents des eaux et forêts. Il y a quelques écoles, quelques centres de santé, mais c'est une zone, l'Est, qui a été depuis très longtemps abandonnée par l'État, en fait. Et donc on a des groupes qui essayent de s'imposer dans ces zones, qui essayent de régenter la vie des gens. Cela passe parfois par la fermeture d'écoles dites françaises, donc ce sont en fait les écoles publiques, où l'on enseigne effectivement en français. Ça passe par parfois l'imposition de codes vestimentaires, de comportements, de mœurs. Certains bars où des gens allaient boire, notamment de l'alcool, ont été brûlés, par exemple. C'est ce qui permet de nous dire qu'on est en présence de groupes dits djihadistes. Mais à ces groupes s'ajoutent certainement des groupes, on va dire criminels, de bandits, qui existaient déjà dans cette zone, en fait. Toute la décennie des années 2000 a été très violente dans cette zone. Il y avait des coupeurs de route qui vraiment faisaient régner la terreur, notamment la nuit. Prendre la route dans cette zone, c'était vraiment très dangereux. Et ces groupes qui avaient perdu un peu de leur pouvoir de nuisance et de l'arrivée des groupes djihadistes pour reprendre leurs activités. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe dans l'Est, c'est comme je vous le disais, c'est une zone qui a été souvent non seulement abandonnée par l'État, mais pour un grand nombre d'habitants de cette zone, l'État était perçu comme prédateur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une zone qui est potentiellement très riche. On a, pour l'agriculture, toutes les conditions sont réunies pour faire une agriculture importante. On a un tourisme faunique potentiellement très important parce qu'on a la présence de nombreux animaux qui font évidemment rêver tous les Occidentaux notamment. On a des éléphants, des girafes, des lions. Et on a aussi de l'or.
Et il se trouve que de nombreuses zones ont été interdites aux habitants de la région. Soit on a ouvert des zones de chasse privée, qui sont réservées aux touristes riches qui viennent de l'étranger pour chasser, soit on a créé des aires protégées à but écologique pour essayer de préserver un peu l'écosystème, mais qui sont à chaque fois des zones interdites aux habitants, qui ne peuvent ni y pêcher, ni y chasser, ni même y cultiver, et ça a créé quand même un sentiment de frustration très important. Je ne peux pas continuer à vous laisser parler comme ça, hein, c'est pas possible. Alors, parce que je ne reconnais pas du tout mon pays quand vous parlez. Honnêtement, je vous le dis. Est-ce que vous me permettez de continuer? Ouais, mais on va continuer, mais je ne peux pas vous laisser dire des énormités pareilles, c'est pas possible. Dire qu'il y a des zones au Burkina Faso. Je crois qu'on pourrait le laisser terminer. Voilà, mais non, je ne peux pas accepter ça, c'est pas possible. Donc, je continue, je tiens juste à préciser que ce que je dis relève de travail d'enquête de terrain. Et j'étais dans l'Est il y a moins d'1 an, et ce que je dis, c'est ce que m'ont dit un certain nombre de personnes, y compris des élus locaux, y compris issus du parti au pouvoir, ainsi que des notables et des acteurs religieux. Donc cette zone a été laissée à l'abandon pendant un certain nombre d'années par l'État burkinabé, et c'est ce sur quoi jouent en partie les groupes qui sévissent aujourd'hui, parce que du coup, ils proposent une alternative. Attention, je ne suis pas là pour dire que cette alternative, elle est intéressante. Je dis là pour dire qu'eux, ils proposent ça. Et que, quand on propose une alternative à des populations qui se sentent abandonnées, ces populations peuvent être potentiellement intéressées par ce projet-là. Je vais vous donner, enfin, pour finir, quelques chiffres, et puis après on pourra en discuter. L'ONG Athlète, qui est une ONG qui recense toutes les violences de par le monde, a relevé qu'en 2014, il y avait 5 à 10 événements violents par mois au Burkina Faso. Ce sont des événements qui peuvent relever de tout un tas de natures différentes. En 2019, on est à près de 50 événements violents par mois. Vous voyez un peu l'évolution. Cette même ONG a dénombré 500 morts issus d'attaques terroristes depuis 2015 au Burkina Faso. En mai 2019, il y avait plus de 1900 écoles primaires fermées dans ce pays, essentiellement dans le nord, aussi dans l'est, ce qui signifiait que 326 000 élèves étaient privés d'école à cause de l'insécurité. 170 000 déplacés internes dans ce pays, essentiellement dans le nord, un peu dans l'est. Il y en avait 9 000 en janvier 2018. Vous voyez l'évolution. Enfin, et c'est là où c'est important, parce que ce qui se passe au Burkina relève d'une dynamique régionale. Dans l'ensemble de la région, on parle du Mali, du Burkina, du Niger. On a eu entre janvier et mai 2019, donc sur les 5 premiers mois de cette année, 1200 morts causées par les violences des attaques d'ordre soit terroristes, soit de groupes armés ou de milices d'autodéfense, et on a plus de 4 millions de déplacés dans cette zone. Je finis en 2 minutes. Ce qui arrive au Burkina Faso est lié à tout un tas de raisons qui seront abordées plus tard, l'histoire du Burkina, l'intervention des puissances occidentales et notamment de la France, qui a joué un rôle important dans cette dérive, mais il y a aussi les défaillances de l'État burkinabé. En 2012, Laurent Bigot, qui était à l'époque au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères français, disait « le prochain sur la liste », en parlant du Mali, le prochain sur la liste qui s'effondrera, comme le Mali s'était effondré à ce moment-là, sera le Burkina Faso. Il a été viré depuis, notamment pour avoir dit ça. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il avait bien vu que sous Compaoré, l'État était défaillant, qu'il y avait une grosse corruption, une très forte corruption, et qu'on avait relativement un peu une situation qui ressemblait à celle du Mali, même si pour ma part je pense que l'État est quand même bien mieux organisé au Burkina Faso qu'au Mali et que la corruption y est moindre. Tout de même, on est quand même dans un État qui était défaillant à l'époque et ça a permis cette évolution-là. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de l'aspect régional, on est dans un phénomène, une évolution qui se situe sur
sur le temps long. Contrairement à ce que peuvent penser certains, ce n'est pas un problème qu'on résoudra en quelques mois, parce que, en fait, c'est le fruit d'une situation qui perdure depuis des années, voire des décennies. Ces violences-là ont été amenées petit à petit par des déficits en matière de services publics, en matière de développement, où ça risque de durer un certain temps et où les solutions, personne pour l'instant ne les a.